Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, épisode numéro 2 sur la façon dont on peut mener un interrogatoire et donc vous pouvez optimiser votre interrogatoire. Donc comme vous voyez, il fait plutôt beau aujourd'hui à Bruxelles, donc j'en profite en étant sur la terrasse. Donc je vais partager mon écran et puis on va démarrer. Hum, hum, hum. Alors, le sujet du jour, donc c'est le quoi et le pourquoi. Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'on démarre par quoi? Alors ça, c'est un choix qui est tout à fait personnel. Je sais qu'à l'époque, je démarrais mes interrogatoires par qui. Donc d'abord poser les questions au patient, donc son âge, sa profession, ses hobbies, son niveau d'activité, etc. Euh, et en fait, maintenant, je trouve que c'est plus pertinent de démarrer par le quoi, c'est-à-dire le motif de consultation en premier, puis toutes les autres questions en premier, et de quasiment finir en fait par le qui. Parce que la raison pour laquelle le patient vient vous voir au cabinet, c'est pour son problème. Le patient ne fait pas forcément le lien avec ses critères personnels en rapport avec le problème pour lequel il vient vous voir. Donc je trouve que c'est bien de s'intéresser d'abord au problème et ensuite, dans un second temps, au patient. On peut prendre le raisonnement à l'envers et dire que finalement, c'est bien de s'intéresser d'abord à la personne et ensuite à son problème, dans un but d'interaction et d'alliance thérapeutique. Et en fait, les deux sont tout à fait valables. Ça, c'est un point de vue qui est personnel. Moi, je suis plus confortable de commencer avec le quoi, mais ça fonctionne aussi dans les autres sens. Il faut trouver ce qui est confortable pour vous, en fait. Ensuite, il y a quelques phrases d'introduction que je vais montrer après, qui sont intéressantes pour aider le patient à comprendre le but de la première séance et ce à quoi il doit s'attendre. Et il y a un autre point qui est important, dont j'ai pas parlé hier, mais qui est vraiment important de pouvoir trier l'information. Là, sur l'ensemble des critères que je vais vous montrer, donc le quoi, pourquoi, quand, où, etc. Donc il y a des sous-critères à chaque fois qui vont vous permettre de savoir si vous avez toutes les informations nécessaires ou pas. Et ça, je pense que c'est à la fois le minimum de ce qu'il vous faut et presque le maximum. C'est-à-dire que s'il vous manque des informations sur ces critères, ben, je pense que votre raisonnement clinique, du coup, ne pourra pas être optimal parce qu'il va manquer des informations qui sont précieuses et qui vont aider à construire votre raisonnement, votre diagnostic différentiel, votre traitement. Et si ça manque, du coup, c'est dommage parce que ça va limiter votre capacité à raisonner. Mais à l'inverse, si vous avez des patients qui sont bavards et qui vous donnent un flot d'informations, où en fait vous risquez d'avoir trop d'informations, et vous allez avoir des informations pertinentes qui vont être diluées dans un flux d'autres informations qui sont absolument pas pertinentes. Et du coup, ça va rendre la mise en place de votre algorithme décisionnel beaucoup plus difficile parce qu'il y aura trop de données à gérer en fait. Et donc ça, c'est vraiment important de ne pas non plus avoir trop d'informations. Disons, vous pouvez écouter les autres informations qui sont données, vous pouvez donc, en prendre note mentalement, parce que des fois, il y a des informations qui vont quand même vous aider à mieux saisir le patient, psychologiquement parlant, ou dans son approche, mais pas forcément tout noter sur votre questionnaire, parce que sinon, ça risque de noyer les informations essentielles et pertinentes. Donc, il faut toujours un peu trouver cette juste mesure, ce curseur entre le trop et le pas assez d'infos. Alors, la phrase d'introduction numéro 1, donc c'est celle que j'utilise toujours pour démarrer. Donc, je salue le patient et ensuite, classiquement, c'est cette phrase que je dis. Moi, je l'aime bien, elle est assez pratique. Donc, classiquement, je dis, pour bien comprendre votre problème, je vais démarrer en vous posant des questions, puis je vais faire un examen physique. Et ça va m'aider à savoir comment je vais pouvoir vous aider. Est-ce que c'est OK pour vous? Et donc, en fait, c'est une phrase d'approche que j'aime beaucoup parce que ça permet aux patients de comprendre ce qui va se passer. Il y a des patients qui n'ont jamais vu de kiné, donc vous êtes le premier kiné peut-être qu'ils voient dans leur vie. Ou il y a d'autres patients qui ont eu d'autres expériences avec d'autres kinés, mais qui ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Donc c'est bien d'expliquer un peu ce que vous attendez et ce que eux ils peuvent attendre de la première session. Donc vous le listez dans l'ordre, c'est-à-dire que je vais démarrer en vous posant des questions. Donc ça c'est la première phrase qui indique ce que vous allez faire. Donc c'est d'abord il y a une approche où il y a un démarrage où vous posez des questions, puis dans un second temps vous faites un examen physique. Et donc ça aide aussi le patient à comprendre le déroulement de la séance. Ce qui est important aussi, c'est de démarrer pour bien comprendre votre problème. Donc ça indique aussi aux patients que ces questions-là, c'est pas pour remplir un dossier administratif qui finira au fond d'un tiroir et que personne ne regardera plus jamais, mais qu'il y a vraiment un but pour vous de saisir le problème du patient. Donc ça, c'est important aussi pour qu'il soit plus attentif et qu'il soit plus compliant
qu'il y ait une meilleure alliance thérapeutique tout de suite, où il comprend que ces questions-là, elles ont un but, et que le but, c'est de bien comprendre le problème. Et le deuxième but, qui découle du premier, c'est de savoir comment je vais pouvoir vous aider. Donc en fait, c'est que ces deux étapes, interrogatoire et examen physique, elles vous aident à comprendre le problème, et en comprenant mieux le problème, du coup, vous allez savoir aider le patient de manière optimale. Donc ça, c'est important que le patient puisse l'entendre et qu'il puisse le comprendre, parce que ça va le rendre beaucoup plus coopérant. Ensuite, on peut terminer par une question. Donc, est-ce que c'est OK pour vous ou est-ce que vous êtes d'accord? Parce que là, du coup, ça permet de garder le patient aux commandes. Donc, c'est lui qui reste aux commandes du problème. Ce n'est pas un patient passif à qui on assène un millier de questions. Donc, c'est toujours lui qui est aux commandes. Vous lui demandez s'il a compris et s'il est d'accord pour poursuivre. Et du coup, c'est lui qui valide pour dire qu'on est OK pour continuer. Donc là, pareil, le patient se sent en contrôle et c'est première étape presque d'autonomisation du patient. Donc ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup, que j'utilise à chaque fois que je vois un nouveau patient. Et immédiatement après, je demande, donc après cette phrase qui prend à peu près 6-7 secondes à dire, j'enchaîne directement par « alors qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» Donc ça, c'est une possibilité, c'est une phrase que moi j'aime bien, avec laquelle je suis confortable, mais il y a plein d'autres possibilités. Il y a le fameux « racontez-moi votre histoire » de Peter O'Sullivan. Il y a « comment puis-je vous aider ?» quel est votre problème? Enfin, il y a plein de possibilités de phrases d'introduction. Finalement, peu importe, il vous faut une phrase d'introduction avec laquelle vous êtes confortable. Moi, je suis confortable avec celle-ci, donc c'est celle-ci que j'utilise. Et en plus, j'aime bien parce que c'est une question qui est très ouverte, donc qui cible pas uniquement sur le problème, mais qui permet vraiment de laisser au patient l'opportunité de s'ouvrir et de raconter finalement ce qu'il a envie de raconter. Alors, on en arrive enfin aux critères, donc désolé pour cette longue introduction, mais je pense qu'elle est nécessaire parce que c'est des éléments de communication qui sont vraiment importants pour pouvoir ouvrir votre interrogatoire. Donc, sur les critères en tant que tels, on va se focaliser sur le quoi et le pourquoi. Donc, je vais juste revenir sur ce qu'on avait vu hier. Donc, le quoi et le pourquoi, moi, je l'écris toujours sur cette partie-là de mon formulaire. Encore une fois, le fait d'être systématique dans l'endroit où vous écrivez, ça vous permet aussi d'être systématique dans votre raisonnement et ça permet d'avoir des bases qui sont solides et de toujours refaire la même chose de la même manière. Ça permet aussi de consolider, de développer des automatismes et de faciliter en fait le travail. Donc moi, je l'inscris toujours ici sur le quoi et le pourquoi. Donc, il y a trois éléments que vous voulez savoir dans le quoi. Il y a le quoi, c'est-à-dire la raison de la venue. Est-ce que c'est un problème de douleur? Est-ce que c'est un problème de manque de mobilité ou d'hypermobilité? Est-ce que c'est un problème de manque de force? Est-ce que c'est une difficulté particulière dans une activité fonctionnelle? Vous voulez savoir en fait quel est le motif de consultation. Qu'est-ce qui amène la personne à parler de son problème? Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous voulez savoir depuis quand. Alors, parfois, ça peut être un peu difficile de pointer ça exactement. Quand c'est un événement traumatique, si par exemple c'est une chute à vélo, là c'est très facile de dire j'ai chuté à vélo cette date-là, parce que là c'est très facile. Mais il y a d'autres fois où c'est beaucoup plus difficile de pouvoir mettre une date. Donc s'il n'y a pas de date précise, c'est bien de donner un ordre de grandeur. Est-ce que j'ai ce problème depuis 6 mois? Est-ce que j'ai ce problème depuis 10 ans? Est-ce que c'est un problème récurrent avec des épisodes chaque année? Donc c'est bien un peu de saisir quand est-ce que ça a démarré et de saisir un peu la fréquence ou la récurrence du problème. Donc là, pareil, il ne faut pas hésiter à poser beaucoup de questions, à essayer de creuser pour avoir cette information, parce que c'est une information pertinente. Il y a pas mal de patients qui donnent des réponses un peu vagues sur cette information, mais c'est bien que l'information soit la plus précise possible. Ensuite, il faut pouvoir aussi dégager une tendance. Donc ça, c'est une question qui est facile à poser. La meilleure façon de poser, c'est est-ce que vous avez l'impression que depuis que ça a commencé, que ça tend à s'améliorer? Est-ce que ça stagne ou est-ce que ça s'empire? Donc là, à l'inverse, c'est une question très fermée qui permet d'avoir tout de suite une information. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça stagne? Ou est-ce que ça s'empire? Donc là, c'est en gros les trois possibilités. Donc si ça stagne, c'est que donc, du coup, il va falloir faire quelque chose. Si ça tend à s'améliorer, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça vous dit que le patient est dans une courbe ascendante, qu'il est déjà en train de récupérer. On sait qu'il y a un certain nombre de pathologies ou de problèmes musculo-squelettiques qui ont une évolution naturelle positive avec le temps.
Donc vous allez peut-être pouvoir surfer dans cette vague et donner des exercices ou faire des mobilisations, des manipulations qui vont aider encore à pouvoir booster cette récupération. Et à l'inverse, si la tendance est plutôt négative, si le patient a plutôt tendance à s'empirer, dans ce cas-là, il va falloir creuser, avoir d'autres informations sur ses activités pour savoir pourquoi ça s'empire. Logiquement, il devrait y avoir une évolution naturelle qui est plutôt favorable. Donc si ça s'empire, il faut faire le point avec les activités du patient. Est-ce qu'il continue une activité qui l'irrite? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs externes, psychologiques ou dans sa vie qui font qu'il tombe dans une spirale où ça s'empire en fait. Donc ça, c'est un élément aussi important à prendre en compte. Et le dernier élément, c'est le pourquoi. Alors le pourquoi, il peut être très facile. Donc on reprend l'exemple de la chute à vélo, c'est un événement traumatique. Donc pourquoi j'ai mal à l'épaule? Parce que je suis tombé à vélo, donc là c'est facile. Il y a d'autres fois où ça peut être beaucoup plus difficile parce que les patients ne font pas forcément le lien entre leur changement d'activité ou des événements qui arrivent et leurs problèmes. Donc un exemple que j'ai eu là il n'y a pas très longtemps, j'ai un joueur de tennis, enfin pas un professionnel, donc quelqu'un qui joue au tennis en fait, qui a toujours joué, donc toute sa vie il a joué une fois par semaine, donc ça fait une dizaine d'années qu'il a commencé, donc pas toute sa vie, mais ça fait une dizaine d'années qu'il a commencé, et il jouait une fois par semaine au tennis, et donc il venait me voir pour une douleur latérale au niveau du coude, donc tendinopathiie du coude, et donc je lui ai demandé, bon, est-ce qu'il y a eu un changement d'activité, est-ce que vous avez fait de nouvelles activités, ou est-ce que vous avez utilisé votre bras de manière différente, est-ce que vous avez changé votre position au bureau, ou toutes ces questions pour savoir s'il y a eu un élément déclencheur. Et donc c'était vraiment impossible d'avoir de pourquoi. Il me disait, bah non, j'ai rien changé, je fais toujours le même boulot, je suis toujours installé pareil, j'ai les mêmes activités, je joue toujours au tennis, j'ai rien changé. Puis pareil, je posais la question au tennis, est-ce qu'il y a eu une augmentation de l'activité ou pas? Il me disait, bah non, je joue au tennis comme d'habitude. Et en fait, c'est seulement plus tard dans l'interrogatoire, il m'a dit, ah mais oui, en fait, depuis novembre, maintenant je vais jouer tous les dimanches au tennis avec mon fils. Donc en fait, il jouait 1h30 tous les mercredis, et maintenant il joue 1h30 le mercredi et 1h30 le dimanche avec le fils. Donc en fait, pour le patient, il ne s'est pas rendu compte que ça, c'était une information pertinente, mais si on raisonne de manière rationnelle, on se dit, bah, en fait, il a doublé son volume d'entraînement depuis novembre. Donc il est passé de 1h30 de tennis par semaine à 3 heures de tennis par semaine. Et on sait que si cette augmentation, elle n'est pas faite de manière progressive, si c'est brutal, bah, ça peut mener à une surcharge mécanique, notamment au niveau du coude, par exemple. Donc ça pourrait être un facteur qui explique en partie les symptômes. Donc c'est pas toujours facile, mais c'est important d'avoir ce critère-là, d'avoir le pourquoi. Alors, du coup, je vais vous montrer sur le questionnaire à peu près ce que ça donne. Donc là, j'ai pris un exemple comme ça au hasard, hein. Mais en gros, les éléments qu'il vous faut, c'est le quoi, donc par exemple, douleur épaule et bras gauche. Le depuis quand, c'est-à-dire depuis le 27/2/2020. La tendance, est-ce que ça a tendance à s'améliorer, s'empirer ou stagner? Ça s'améliore. Et pourquoi? La chute à vélo, chute directe sur l'épaule gauche. Pareil, chute à vélo, c'est bien de pouvoir développer un peu, savoir si c'est une chute directe, une chute sur la main, etc. Parce que ça va aussi vous aider à raisonner. Donc là, vous avez de manière très, très claire et très simple votre étape, quoi et pourquoi. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster là en dessous. Et on se rejoindra dans quelques jours pour le prochain épisode sur le. Merci à tous et bonne journée.